Vous êtes-vous déjà demandé si votre maison avait un passé plutôt sombre? Vous êtes-vous déjà senti menacé en pleine journée par un homme que vous ne connaissiez pas? Ou avez-vous déjà été approché par quelqu'un aux intentions potentiellement obscures? Eh bien, c'est sur ces thèmes-là que nous allons découvrir les threads d'horreur d'aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts. Alors on se concentre, on s'installe tranquillement dans une ambiance cosy et effrayante, ça permet encore plus de vivre cette vidéo, et on est parti pour ces 3 threads d'horreur terrifiants. Générique. La première histoire, c'est celle de Arnaud. Son père et lui rénovent des maisons pour gagner leur vie. Ils font tout. Donc les rénovations peuvent prendre de quelques mois à plus d'1 an. Et voici ce qui est arrivé il y a environ 3 ans dans une ferme vieille de plus de 100 ans, dans le nord-ouest du New Jersey, aux États-Unis. Arnaud nous explique que la vieille ferme était magnifique, mais extrêmement délabrée. Elle est restée inoccupée pendant 15 ans avant d'être achetée par Arnaud et son père. De plus, il y avait des preuves de la présence de squatteurs à un moment donné. La maison avait de bons os, comme on dit. Donc cela ne valait pas la peine de la démolir et de recommencer à zéro. La première étape de leur travail est le nettoyage et la démolition. Arnaud a remarqué durant ses rénovations que chaque maison a son ambiance et son énergie propre. Cependant, cette vieille ferme était différente. Elle avait 4 étages, y compris le sous-sol et le grenier, et chaque fois que quelqu'un se trouvait en bas, au rez-de-chaussée, cuisine, salon et bureau, tout semblait normal, voire bien. Mais quand on montait à l'étage, c'était différent. Il y avait une lourdeur en haut. Arnaud s'annonçait à chaque fois qu'il entrait dans la maison en disant « Salut, c'est juste moi, est-ce que je peux monter pour faire telle ou telle chose ?» Il se présentait également chaque fois qu'il rentrait dans la maison en bas avec un « Salut, comment ça va aujourd'hui ?» Son père le regardait comme s'il était fou, car il ne faisait jamais ça ailleurs. Tu m'étonnes que ton père te regardait comme un fou, hein. Si je rentre chez moi et que je m'annonce comme ça à chaque fois, ma copine, elle va m'amener à l'asile, hein. Arnaud ne savait pas pourquoi il le faisait et il explique qu'il avait juste besoin de le faire, comme un besoin profond dans son cerveau qui le suppliait de le dire. Alors il le faisait, à chaque fois. La rénovation commence donc et au cours des premiers jours de nettoyage et de démolition, son père a découvert quelque chose de perturbant. Dans la chambre principale à l'étage, il y avait un petit placard avec une lumière à l'intérieur. Accroché à l'intérieur de la porte du placard, sur un crochet à manteau, il y avait un collier de chien ensanglanté. Il y avait des symboles étranges, uniquement peints dans ce placard. Et il y avait quelque chose qui ressemblait à une sorte de tas de déchets brûlés sur le sol du placard. Arnaud, en voyant ça, a refusé de le toucher et il était extrêmement bouleversé à la vue du collier de chien. Il était même furieux. Qui pourrait faire quelque chose d'aussi horrible à un pauvre animal? Arnaud était tellement troublé que son père lui a dit de rentrer chez lui pour la journée, ce qu'il a fait. Ça le rendait malade de penser à ces gens qui avaient dû faire du mal à ce pauvre chien et qui avaient laissé ce collier ensanglanté juste là, comme ça. D'ailleurs, après l'avoir nettoyé, Arnaud a convaincu son père d'enterrer le collier. Petite précision, même si ça paraît évident, Arnaud est très sensible à la cause animale et il adore les chiens. Un peu comme nous quoi. On préfère que le chien vive mais que les gens meurent dans les films, on est d'accord. Bref, après qu'Arnaud soit parti, son père et un autre collègue ont nettoyé tout ça. De plus, il explique que la lumière dans ce placard n'a jamais fonctionné. Ils ont fait des réparations électriques et ils n'ont pas réussi à comprendre pourquoi. Un électricien professionnel est venu, mais il n'a pas réussi à la faire fonctionner non plus. Ils ont essayé un nouveau luminaire, un nouveau câblage, tout de nouveau, mais rien ne fonctionnait. Lorsque les travaux de nettoyage des pièces de vie furent terminés, ils décidèrent de s'attaquer au grenier et au sous-sol. Le sous-sol était en bon état. Arnaud dit que la moitié inférieure de la maison, sous-sol et deuxième étage, cuisine, bureau et salon, semblait normal, voire neutre. Le grenier, en revanche, était terrible. Il ne pouvait même pas se résoudre à y monter, même pas une seule fois. Pour ne pas être vu comme un trou du cul, d'après ses dires, il travaillait sur les autres étages de la maison. Son père avait compris sans qu'il ait même besoin de s'expliquer. Un jour, tout de même, il a dû tenir la lampe de poche pour son père alors qu'il était dans le grenier. Il se tenait sur les escaliers, seulement sa tête et sa partie supérieure du torse dépassaient dans l'espace du grenier. Et les lumières ne fonctionnaient pas non plus là-haut. Le grenier était équipé d'une de ces échelles escamotables qui se tirent du plafond. Elle était située dans le couloir entre la chambre principale, la deuxième chambre et la salle de bain. Et dès qu'ils ouvrirent le grenier, une odeur de pourriture les frappa de plein fouet. Arnaud explique que c'était une odeur de mort. C'était certain que quelque chose était mort là-haut, d'après lui. Il y avait même des grosses mouches noires qui semblaient pulluler autour et dans le grenier. Elles étaient partout. Dire qu'il y avait juste une infestation de mouches serait un euphémisme, d'après lui. Pendant que son père était dans le grenier, il se tenait donc sur l'échelle, n'étant pas loin de tomber plusieurs fois en frappant férocement ces insectes démoniaques. C'est sa description à lui. Après, on est tous d'accord pour dire que les mouches, c'est démoniaque. Qui aime les mouches, franchement? Son père cherchait partout la cause des mouches, pendant des jours, sans rien trouver. Et avant de vendre la maison, ils finirent par chasser les mouches, ce qui prit, quand on parle de mouches,
Je sais pas si c'est flippant ou juste si c'est marrant. Mais c'est un peu flippant quand même. Au moment où je parle de mouches, il y a une mouche qui arrive quand même sur l'écran et qui se pose sur ma tête. Quand je viens de dire que j'aimais pas les mouches. Elles me comprennent et elles veulent me terminer, qui est moyen serein parce que les mouches, elles sont quand même vachement nombreuses, je pense. Elle a redisparu. On verra si quand je parle de mouches, elle revient. Son père donc a cherché partout la cause de toutes ces mouches pendant des jours sans rien trouver. Avant de vendre la maison, ils ont fini par chasser les mouches, ce qui a pris des mois, d'après Arnaud. Cependant, lorsque le nouveau propriétaire décida de louer la maison, les mouches sont revenues. À ce jour, près de 3 ans plus tard, des exterminateurs et des spécialistes de la lutte antiparasitaire ont été appelés, mais les mouches reviennent toujours. Mais Arnaud nous raconte maintenant qu'il se passa quelque chose d'autre dans la chambre principale, là où il y avait le placard avec le collet de chien. Il explique que la chambre principale avait 4 fenêtres. 2 fenêtres sur le mur nord et 2 fenêtres sur le mur ouest. Un jour, les fenêtres du mur nord se retrouvèrent soudainement avec 2 chauves-souris. Elles s'étaient coincées entre la vitre et la moustiquaire de cette vieille fenêtre. Et comme ils devaient remplacer toutes les fenêtres, ils essayèrent tout pour libérer les chauves-souris sans les blesser. Et comme ils travaillaient pendant la journée, ils ne les voyaient pas bouger, mais quand ils revenaient le lendemain, elles semblaient s'être déplacées pendant la nuit, donc ils savaient qu'elles étaient vivantes. Ces pauvres chauves-souris le faisaient vraiment s'inquiéter et tous les insectes morts qu'ils trouvaient pendant le nettoyage, ils les mettaient dans le rebord de la fenêtre, espérant qu'elles les mangeraient. Ils savaient que c'était bizarre, mais ils s'en fichaient. Comme je vous le disais, c'est un amoureux des animaux. Il semblait cependant qu'elles étaient coincées et cela le tuait de les voir comme ça. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucune explication logique à leur présence. D'où étaient-elles venues? De plus, c'était le début de l'été, donc elles ne faisaient pas d'hibernation. Il décida donc avec son père de prendre une échelle et d'essayer de l'extérieur de la maison. Son père a finalement réussi à créer une ouverture pour que les chauves-souris puissent sortir, mais elles sont restées et ne bougèrent jamais de cette moustiquaire pendant des semaines. Puis un jour, du jour au lendemain, elles disparurent. Pendant longtemps, il pensa que son père les avait finalement éliminées et n'en avait pas parlé à Arnaud pour ne pas le perturber. Mais son père jura qu'il n'avait pas fait ça et qu'après des semaines, elles étaient bel et bien parties de leur propre chef. Ah, le retour de la mouche. Raté. Bref, après tout ça, ils ont finalement fini les travaux et vendu la maison. Le nouveau propriétaire l'a louée à des locataires et lorsque les locataires emménageaient, ils restaient 1 mois ou 2, puis résiliaient leur bail et déménageaient. Cela s'est produit 4 fois depuis qu'ils ont terminé les travaux. Après chaque départ, Arnaud et son père sont chargés de venir faire une nouvelle couche de peinture, un nettoyage en profondeur, reboucher un trou ou effectuer toute autre réparation nécessaire. Et Arnaud explique que l'atmosphère dans la maison n'a jamais changé. Il tient également à ajouter qu'ils ont informé le nouveau propriétaire de toutes les bizarreries avant qu'il n'achète la maison. Malgré le fait que son père soit un homme sceptique et n'a aucune explication pour toutes ces choses, il ressent la même chose que son fils et après tout ce qui s'est passé, il fait finalement pareil que Arnaud. Il annonce maintenant sa présence chaque fois qu'il entre dans la maison. Arnaud explique qu'ils ont rencontré chaque locataire qui y a vécu à un moment donné pendant leur location et il dit qu'ils semblaient tous être des gens normaux et pas du genre à résilier leur bail sans raison. Pour lui, il en est sûr, la maison a besoin d'une purification. Et pour vous, maison maudite ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Et racontez-moi s'il vous est déjà arrivé des trucs chelous dans le genre. Ça m'intéresse. La deuxième histoire, c'est celle de Léa. C'est une jeune femme de 34 ans et elle nous explique que son histoire se passe alors qu'elle était dehors avec sa petite fille de 2 ans et que ça s'est passé alors qu'elles se sont arrêtées à la banque. Une fois donc terminée dans la banque, comme d'habitude, elle a commencé à attacher sa fille dans son siège auto, qui était situé du côté de la route. En relevant la tête, elle a vu un homme de corpulence mince, de taille moyenne, peut-être d'origine indienne, marchant dans sa direction. Elle a remarqué qu'il traînait sa jambe derrière lui comme s'il était blessé. Elle a continué à attacher sa fille dans son siège auto, qui était un peu compliqué, et soudain, elle lève les yeux et l'homme se tient maintenant de l'autre côté de sa voiture, sans bouger. Elle a automatiquement supposé qu'il ajustait ses lacets, ou ramassait quelque chose, ou peut-être cherchait des indications. Puis il a parlé, mais elle n'a pas entendu ce qu'il a dit. Elle a juste répondu « désolé », un peu gênée, mais elle ne sait pas pourquoi, elle était anxieuse. Et lui a enchaîné en disant « ce sac est lourd », tout en levant son bras gauche pour révéler un grand sac noir. Elle a simplement souri et fait semblant d'ajuster les sangles du siège auto qui était déjà attaché depuis 2 minutes maintenant. Puis alors qu'elle essaie d'éviter la situation, il insiste en disant « pour avoir un coup de main avec ce sac lourd ?» À ce moment-là, elle a fait semblant de ne pas l'entendre. Son instinct lui criait de ne pas avoir confiance. Elle sentait que ça n'allait vraiment pas et qu'il allait se passer quelque chose. Finalement, l'homme ne bouge toujours pas et sort alors une cigarette, l'allume et s'appuie contre sa voiture comme s'il était le fier propriétaire de la voiture de Léa ou comme si lui et elle étaient de vieux amis en train de discuter. Elle se sentait alors très tendue et voulait juste partir de là. Et finalement, pour ne pas rester sans rien faire, elle lui a demandé « puis-je vous aider ?» Elle explique que la zone dans laquelle elle se trouvait était très calme. Il y avait très peu de voitures autour. Bien sûr, elle était juste devant la banque. Mais qu'allait bien pouvoir faire les employés de cette banque? Elle se sentait
figé. En retour de sa demande, il sourit et dit « Si vous venez de ce côté de la voiture, je dois vous dire que j'ai l'habitude de toucher les seins des femmes. » Et il se met à rire. Super drôle. Là, elle s'énerve, normal. J'espère qu'elle va lui mettre un coup de pied retourné. Et elle lui dit « Si vous me touchez, je hurlerai. » Dans les instants suivants, elle pensa « Bon, d'accord. Si je contourne la voiture de l'autre côté, il pourrait saisir mes clés et s'enfuir avec mon bébé. Et si je lui enfonce les clés dans les yeux, mais s'il me domine, peut-être pourrais-je lui donner des coups de pied, le mordre et crier. Et s'il a une arme à feu ou un couteau dans son sac, peut-être devrais-je sortir ma fille et retourner à l'intérieur de la banque. Mais s'il l'attrape et s'enfuit. » Son cerveau était en ébullition pendant ces quelques instants. Elle est partie en mode Sherlock Holmes là. Mais elle a raison. Moi, je suis d'accord pour les clés dans les yeux. Et vous? Puis au bout de quelques secondes de blanc, elle remarque un homme qui marchait vers elle du même côté de la route que cet individu louche. Elle leva alors la main et fit signe. L'homme avait l'air confus et elle l'appela « Excusez-moi, monsieur ?» Et alors qu'il s'approchait, son nouvel ami s'enfuit assez rapidement. Et tout à coup, il n'avait plus de jambes blessées, bizarrement. Elle raconta à l'homme ce qui s'était passé et il lui conseilla d'aller à la police et de faire une déclaration. Elle ne s'attendait vraiment pas à une telle chose, surtout en plein jour. Ça la secoua vraiment et elle passa la majeure partie de la journée à penser à ce qui aurait pu se produire. Faites attention à vous, la famille. La prochaine histoire, c'est celle de Hannah, et elle explique qu'elle vit dans une très petite ville qui correspond à tous les stéréotypes possibles. Tout le monde se connaît et sait tout ce qui se passe dans la vie de tout le monde. La prochaine ville est à 45 minutes de route, et elle nous dit que son petit village à elle est généralement très sûr. Elle nous raconte que lorsqu'elle avait 7 ans, son meilleur ami de l'époque et elle avaient l'habitude de se promener seule à 19 h, et sa sœur et elle prenaient souvent un café ou un chocolat avec les vieilles dames de la résidence pour personnes âgées, pour dire à quel point c'était sécurisé. Chaque année, sa ville organisait des festivals où les vendeurs proposaient des conserves maison, de l'artisanat ou de la nourriture. C'est là qu'elle a rencontré un certain Case. Petite précision, elle avait l'habitude d'être timide pour réprimander les gens car elle avait peur de les contrarier. Elle a certainement changé depuis, mais à l'époque, elle ne s'opposait que très rarement aux gens. Au moment de l'histoire, elle est une adolescente de 16 ans et elle est donc avec sa mère à un des festivals organisés par sa ville. Et alors que sa mère était occupée à parler avec des amis et qu'elle s'ennuyait beaucoup, elle a décidé d'aller faire un tour toute seule. Elle explique qu'elle aimait se faire des amis, mais qu'elle était aussi très timide et que cela dépendait généralement de son humeur. Ce jour-là, elle était d'humeur à se faire des amis. Elle est donc partie et a parcouru les différents stands, et un stand en particulier a attiré son attention. Un homme vendait une sorte de pesto. C'est un homme d'âge moyen, de petite taille, avec des cheveux foncés et une barbe. Il dégageait une ambiance très apaisante et amicale. Elle est allée vers lui et a commencé à goûter ses différents pestos, entamant une conversation sur des sujets aléatoires. Elle ne s'est jamais sentie bizarre en sa présence, et elle en a profité pour bien gratter de la bouffe. Ce que je comprends, j'aurais fait la même chose. Après 5 minutes de conversation, elle est partie car sa mère les a rejoints et elle voulait faire le tour avec elle. Alors, elles sont allées faire un tour toutes les deux. Hannah est ensuite retournée voir le gars et a recommencé à lui parler. Mais ils ont été interrompus une fois de plus, mais cette fois-ci par un homme dans un stand qui se trouvait en face de son nouvel ami avec le stand de pesto. L'homme en face était un homme plus grand, aux cheveux gris, probablement entre la cinquantaine et la soixantaine. Il vendait une liqueur dont elle a oublié le nom. Il dégageait une ambiance effrayante dès le début et il les a donc interrompus en appelant Hannah. Elle est finalement allée le voir, ne voulant pas être impolie. Quand elle est arrivée à son stand, il s'est présenté comme Case. Et en écrivant son histoire, elle explique que rien que d'écrire son nom, ça lui donne la nausée. Elle lui a serré la main et lui a demandé ce qu'il vendait. Il lui a expliqué et lui a proposé d'en goûter. Il faut garder à l'esprit qu'au moment de l'histoire, elle avait 16 ans et qu'il lui proposait une boisson très forte en alcool. Elle en a pris alors une petite gorgée par curiosité et elle explique que c'était vraiment dégoûtant. Elle se souvient qu'il lui a fait un sourire très effrayant et l'a regardé de haut en bas. Elle commençait alors à se sentir mal à l'aise et son ami du stand derrière l'a remarqué et a dit qu'elle devrait goûter à l'un des pestos qu'elle n'avait pas encore goûté. Heureusement et grâce à lui, elle est retournée à son stand et il lui a chuchoté « Je te suggère d'aller retrouver ta mère ». Elle est partie et a immédiatement raconté à sa mère l'histoire de l'alcool. Elle n'était pas contente du tout, mais elle n'a rien fait. On fait maintenant un avancement de 1 an. Et un jour, sa mère et la meilleure amie de sa mère sont allées à une foire sans Hannah car elle devait étudier pour ses examens. En revenant, la meilleure amie de sa mère lui a dit que le même gars lui avait offert un verre de la même boisson, alors qu'elle était seule. Elle a remarqué alors que jusqu'à présent, il n'avait interagi qu'avec elle et la meilleure amie de sa mère, que lorsque sa mère justement n'était pas là. Il faut admettre que sa mère est très connue dans la ville et est réputée pour être extrêmement effrayante et redoutable quand c'est nécessaire. Sa sœur et elle d'ailleurs l'appellent la grande gueule. La daronne, y a personne qui l'emmerde, elle te démarre sinon. Case et sa mère ne s'étaient donc jamais adressé la parole, jusqu'à ce que sa tante et son oncle viennent leur rendre visite plus tard dans la même année. Ils sont alors sortis déjeuner au restaurant où ils ont vu Case. À son comportement, elle explique qu'elle pense qu'il ne vivait même pas dans la ville. Il vivait probablement dans une autre, alors pourquoi était-il là? Pendant le dîner, l'oncle parlait avec un homme de la table d'à côté de la leur, alors comme tout le monde se connaissait, tout le monde est allé le saluer aussi.
sauf Anna. Et Case, qui était présent à quelques tables de là, en a profité pour se déplacer vers Anna et a commencé à lui parler et a pris sa main. Elle pouvait alors voir que sa mère l'avait vue et c'est pourquoi elle ne se sentait pas si effrayée. Mais elle se sentait vraiment mal à l'aise et voulait juste partir. Elle ne se souvient pas vraiment de ce qui s'est passé après ça. Elle se souvient juste que sa mère lui a demandé si elle le connaissait et elle lui a dit que oui et elle lui a expliqué d'où elle le connaissait. Avançons encore une fois rapidement jusqu'à sa dernière et extrêmement angoissante et écœurante rencontre avec lui. Rien que d'y penser, elle se sent malade. Avant cela, il la mettait mal à l'aise, mais jamais de cette manière. C'était donc une semaine avant son 18e anniversaire et elle était avec sa sœur Erika à une foire. Erika et elle se promenaient et ont repéré l'un de ses amis plus âgés, qui devait avoir 26 ou 27 ans, nous l'appellerons Jason, avec qui sa sœur avait travaillé dans un restaurant. À ce moment-là, il travaillait à un stand sur la foire, alors elles ont décidé d'aller s'asseoir avec lui, mais au bout de quelques minutes, Erika devait aller aider sa mère pour quelque chose. Anna est donc restée en l'attendant et pendant que Jason et elle discutaient, elle a vu Case s'approcher d'elle. Il a salué son amie, puis elle, et il a essayé de la prendre dans ses bras. Mais elle lui a juste fait une accolade de côté, tout en restant assise. Il parlait à la fois à elle et à Jason, mais il regardait en même temps fixement les jambes de Anna. Ce jour-là, elle portait un short, mais il la faisait se sentir nue avec son regard répugnant. Elle le savait, il était limite en train de baver en la regardant. C'était terrifiant. Finalement, son ami s'est levé pour renseigner un client et à ce moment-là, un sentiment de terreur l'a submergée. Case a alors dit qu'elle devrait lui donner son numéro de téléphone avec le sourire le plus effrayant qui existe. Elle ne savait pas quoi répondre. Elle était bouche bée, paralysée et elle sentit une grosse boule dans son estomac. Le visage de Anna était devenu blanc et pour la première fois dans sa ville, elle s'est véritablement sentie en insécurité, coincée derrière un stand, sans personne, avec cet homme vraiment terrifiant. Paniquée, elle lui a raconté un mensonge, disant qu'elle allait bientôt obtenir une nouvelle carte SIM et que son numéro allait changer. Et elle en est restée là. Après cela, Jason est revenu et Case les a quittés. Elle a alors craqué et a raconté à son ami ce qui s'était passé. Et il lui a conseillé d'aller tout raconter à sa mère. Elle est alors retournée voir sa mère et lorsque Anna s'est approchée d'elle, elle s'est levée car elle a remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle a alors raconté tout ce qui s'était passé à sa mère et aux autres personnes qui étaient là. Elle explique que sa mère est immédiatement passée en mode maman féroce et s'est dirigée vers l'endroit où Case avait son stand. Elle n'a pas entendu ou vu ce qui s'était passé. Tout ce qu'elle sait, c'est que Case ne l'a jamais ennuyée à nouveau et elle en est très reconnaissante. La grande gueule a encore frappé, d'après elle. Cela montre simplement que peu importe votre âge, vous aurez toujours besoin de votre mère. Et la prochaine histoire, c'est celle que vous allez, vous, me raconter. Je souhaiterais vraiment faire une vidéo sur vos histoires. Alors venez me les raconter sur Instagram, en description, et en même temps, profitez-en pour me suivre. Et la famille, vous le savez, le meilleur soutien que vous pouvez faire à la chaîne, si la vidéo vous a plu, c'est de vous abonner, de liker et de partager, et c'est gratuit. Et si vous voulez encore plus soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser le premier lien dans la description pour souscrire à CyberGhost VPN et profiter de 83% de réduction, plus 4 mois gratuits. Alors faites-vous plaisir et faites-moi plaisir. Et sur ce, la famille, si vous voulez voir une autre vidéo, c'est par ici que ça se passe. Et moi, je vous fais un bisou.